Et je suis responsable opérationnel et notamment aussi responsable de tout ce qui est objet connecté, que ce soit rongeur ou insecte volant. Ça fait maintenant 10 ans que je fais partie des Dialux et je suis là encore de très nombreuses années. On va dire que la retraite, c'est pas pour tout de suite, Cyril. Voilà, tout à fait. Allez, Olivier, je te laisse la main. Rapidement, donc Olivier Thibonnet, formateur et entomologiste pour Easy depuis 3 ans maintenant. Donc je suis là un petit peu en back-office pour donner un coup de main à Jérôme. Et puis je répondrai aux questions par chat volontiers si j'ai des bonnes réponses, hein. N'hésitez pas, si on a des questions un peu plus compliquées, on prendra note et on vous répondra par mail. Voilà. Je n'ai aucun doute, aucun sujet pour que Olivier puisse vous répondre Oui. à l'instant T en vous apportant les bonnes réponses. Aucun souci avec ça. Ah, Tout ce qui pourra ok. par contre concerner potentiellement, on va dire, des questions techniques, notamment au niveau de la gamme des destructeurs d'insectes volants de chez Dialux, qui va être présenté par Cyril. Là, on laissera le soin potentiellement à Cyril d'apporter les réponses techniques correspondant à leur catalogue. Bien entendu, on ne se permettra pas de prendre la main sur des questions techniques concernant les appareils qui sont proposés au catalogue Edialux, tout simplement. Allez, vu que le tour de table est fait du côté de Cyril et Olivier, je vais me présenter. Moi, c'est Jérôme, je suis l'équivalent d'Olivier sans être entomologiste. Donc, moi, mes fonctions vont être formateur et auditeur. Je n'ai pas la prétention d'avoir été entomologiste tout au long de ma carrière. Ça, c'est, on va dire, ça incombe à la partie d'Olivier. Juste pour qu'on vous en dise un petit peu plus entre Olivier et moi, avant d'intégrer EasyPest, on a été dans le domaine de la 3D. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, que ce soit Olivier ou moi, on a été des acteurs, on va dire, pendant 25 ou 30 ans dans le domaine de la 3D. Peu importe, on va dire, de quel prestataire, on va dire, on faisait partie. En tout cas, on a baigné dans le domaine industriel, Olivier et moi-même, tout simplement parce que notre premier patron était, on va dire, un aficionados des contrats dans l'agroalimentaire, donc de l'industrie normée, ce qui fait qu'on a baigné dedans pendant toute notre carrière. Voilà un petit peu les petites explications et le petit tour de table avant qu'on attaque notre fameux webinaire. Est-ce que la petite présentation était suffisante pour tout le monde, en tout cas pour la personne qui nous avait demandé? Et on redit un grand bonjour à toutes et à tous. On va bientôt arriver à l'approche de l'horaire pour pouvoir commencer notre webinaire. Allez, en tout cas, la petite présentation a correspondu aux attentes de Rodolphe. Allez, je vais juste attendre le feu vert de la part d'Adeline de chez nous pour savoir, il est 17h30, est-ce qu'on attaque Adeline? Oui, je pense qu'on peut se lancer et ça fera venir les retardataires. Allez, super. Bien souvent, c'est comme ça. On lance le sujet et bien souvent, les connexions vont arriver. But de notre webinaire, vous l'avez compris, on a fait la petite présentation. Donc, travail conjointement entre EasyPest et Dialux, tout simplement. Nous, EasyPest, on va vous présenter, on va dire, ce qui se passe dans l'industrie sensible, l'industrie normée, pourquoi on va être dans l'obligation d'être en contrôle des insectes volants. Par rapport aux différentes normes, on va les rebalayer pour savoir les contraintes contractuelles que vous avez sur des contrats à mettre en place dans l'industrie normée, qu'elles soient agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques ou autres. Et en fonction, on va dire, des différentes contraintes, ce qui va en dérouler, ça va être le bon choix des appareils, tout simplement. On va voir en fonction de quoi. On va parler de zone ATEX, on va parler d'indices de protection, on va parler de zones spécifiques, du coup, par rapport à un site industriel normé. On va voir que par rapport aux attentes de vos clients, il va falloir être force de proposition sur le bon positionnement de ces appareils-là, le respect des normes, l'éloignement, on va dire, en fonction des modèles qui seront mis en place pour éviter le risque tout simplement du corps étranger, puisque ça reste quand même le but ultime sur de l'industrie normée, voire éventuellement du risque sanitaire en fonction des espèces d'insectes que l'on va vouloir capturer ou que l'on va vouloir maîtriser, tout simplement. Donc voilà, on va faire le déroulé on va dire tout au long de ce webinaire jusqu'au moment opportun où Cyril va pouvoir vous présenter toute la gamme. Je pense que pour beaucoup d'inscrits, c'est ce que vous attendez tous avec impatience, savoir quelles vont être les nouveautés que va pouvoir vous présenter Cyril. Et dans ce lot de nouveautés, quels vont être les avantages potentiels de ces appareils
par rapport à l'attente de vos clients. Vous allez voir qu'on va parler de seuils critiques notamment. Et par rapport à ces seuils critiques-là, je ne vais pas gâcher le suspense, mais Cyril va avoir des belles choses à vous annoncer, tout simplement. Allez, Très belle on est introduction, parti. Jérôme. Merci Cyril. Allez, du coup, tout ça sous différents chapitres. La partie référentielle et normes applicables aux 2UV. La réglementation encadrant les 2UV. Dans la partie réglementation, on va voir que pour pouvoir y faire l'entretien, potentiellement, les techniciens intervenants, il va falloir qu'ils aient des formations. On verra lesquelles, potentiellement. Tout ça conjointement lié avec le plan de prévention chez l'industriel, chez qui on intervient. Dans une industrie, on ne fait pas comme on veut, on ne fait pas ce que l'on veut. Donc, on va se référer au plan de prévention et grâce à ça, on saura les habilitations ou les titres qu'il faudra que les techniciens aient. On verra comment bien positionner les 2UV pour qu'on soit en efficacité, pour qu'on apporte l'efficience au programme du pest control que l'on va mettre en place chez notre client industriel. Les seuils critiques, enfin, qui vont nous permettre de déterminer. Donc ça, on ne va pas vous donner tout simplement les seuils critiques appliqués. Ça, c'est un travail de collaboration entre vous et l'industriel en fonction des risques associés et en fonction, on va dire, des limites de criticité que l'on devra appliquer sur les sites. Et ensuite, bien entendu, c'est Cyril qui prendra la main sur la présentation de tous les modèles et on vous expliquera un petit peu ce qu'on est capable de vous proposer en termes de formation chez EasyPest. Et on aura notre partie questions-réponses pour finir. Vous avez vu dans le chat, n'hésitez pas. Vous avez des questions à poser, vous en profitez. On a notre grand mentor Olivier qui sera là pour y répondre, tout simplement. Allez, je vous propose que l'on commence sur les normes et référentiels applicables. Par rapport à ces normes et référentiels, on va avoir en fait des obligations. On va parler d'industrie normée. Dans l'industrie normée, on aura des normes et référentiels applicables. Donc, on va être sur des sites industriels que l'on appelle sensibles, tout simplement. Par rapport à ces sites-là, on peut avoir de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique et tout ce qui va conjointement être autour. Le packaging, la logistique liée au site de fabrication, on aura toujours, on va dire, une application du référentiel ou de la norme à appliquer, mais qui sera spécifique au domaine d'activité. Et bien entendu, l'industrie cosmétique. Pourquoi l'ensemble de ces industries sensibles? Pour éliminer plusieurs points, ce que l'on appelle les risques sanitaires, dans un premier temps, et le risque du corps étranger dans le produit, tout simplement. On verra qu'en fonction des zones, notamment la zone de fabrication et conditionnement, votre client final, l'industriel, voudra 0 corps étranger dans le produit, tout simplement. La base de l'ensemble de ces normes et référentiels, cette base-là est tout simplement issue de ce qu'on appelle la méthode HACCP. L'HACCP, pour la plupart, vous connaissez tous. C'est ce qui va être applicable à partir du moment où on est dans un métier de bouche jusqu'à un secteur industriel. L'HACCP est une méthode réglementaire. Ce n'est pas une norme, ce n'est pas un référentiel. Par contre, sachez que toutes les normes et référentiels applicables dans le domaine de l'industrie sensible que l'on rencontre au jour d'aujourd'hui, tout le monde s'est basé sur les 7 principaux, on va dire, actifs de ce que l'on va retrouver au niveau d'une démarche HACCP. Donc, pour résumer, que l'on soit sous un référentiel AIB, qu'on soit sur l'IFS Food, qu'on soit sous du BRC, FFSC 22000, Tesco, Hume, Mark & Spencer, et on aurait pu vous en nommer encore une multitude d'autres, tout simplement, tout ça est basé sur l'étude des méthodes réglementaires que l'on a, on va dire, étudiées, que l'on a pris de la méthodologie HACCP, tout simplement. L'HACCP sera quoi? Sera tout simplement l'étude de l'analyse de risque et des points critiques et des suivis et de la méthodologie que l'on va mettre en place. On doit prouver en fait que l'analyse de risque et des dangers aura été effectuée et par rapport à ça, on doit mettre des méthodes complémentaires de suivi pour pouvoir, on va dire, être en maîtrise du risque sanitaire ou du corps étranger sur les sites concernés. Les 7, on va dire, principes de base de l'HACCP. Tout va partir de cette fameuse analyse de danger, analyse de risque. En fonction de l'analyse des dangers et des risques, on va identifier les points critiques, ce que l'on appelle les points de contrôle, les méthodologies de travail dans le secteur du pest control et notamment dans la lutte contre les insectes volants. On va établir en fait des plans de lutte associés avec le positionnement de 2IV, avec des zones à maîtriser, des endroits où on devrait être en totale maîtrise contre les insectes volants.
De là vont être établies ce que l'on appelle des limites critiques. C'est pour ça qu'on y reviendra sur la fin du module avant que je laisse la main à Cyril. On verra qu'en fait, on va être obligé de mettre en place des seuils critiques. Et ces seuils critiques, en fait, vont avoir plusieurs niveaux potentiels. Eh bien, force de conseil et recommandation de la part du PCO, plus de l'industriel, avec certainement, on va dire, des diverses choses, en tout cas des actions qui seront à mener. La mise en place de procédures de surveillance, hein, ça c'est ce que les PCO ont l'habitude de faire, avec notamment du dématérialisé. Hein. On va travailler avec des applications qui vont nous permettre de remplir, hein, on va dire, l'ensemble des fichiers qui correspondront au pest control appliqué sur le site. Les différentes actions correctives, hein, qui vont être en corrélation sur nos fameux seuils critiques, tout simplement. On va voir qu'en fonction des niveaux, hein, il va y avoir des actions à mener, des actions conjointement menées entre le prestataire et l'industriel. Hein, on va dire que c'est un véritable partenariat. Mais il y aura toujours des actions qui seront à mener. Tout ça, bien évidemment, sous validation et vérification, avec une documentation à tenir par le prestataire de service, qui sera bien entendu validée par l'industriel. Donc, on répète, les 7 principes de l'achat CCP sont ce que l'on appelle la méthodologie, hein, qui va reprendre tout simplement les normes applicables, on va dire, sur le secteur de l'industrie sensible. Allez, on va balayer, si vous le voulez bien, quelques référentiels. Hein. On vous a mis les principaux que l'on rencontre, notamment dans l'industrie agroalimentaire, et qui vont correspondre, hein, on va dire, dans la majorité des cas, à l'ensemble de vos clients potentiels. D'ailleurs, on a peut-être avec nous, hein, des industriels de l'agroalimentaire qui participent à notre webinaire. Je vous invite à ces industriels-là à bien vouloir vous manifester dans le chat, hein, et pouvoir communiquer avec nous par rapport, on va dire, à vos attentes et ce qui peut être fait sur vos sites, tout simplement. On voit que par rapport aux 4 colonnes qui correspondent du coup à des référentiels différenciants, on voit qu'à chaque fois, hein, on va avoir le contrôle des insectes volants qui seront bien à prendre en compte. On ne revient pas sur le fait d'être force de conseil et de recommandation sur ce que l'on va apporter à nos clients, hein, le fait de la fermeture des ouvrants, des moustiquaires installés, etc. Nous, on va faire le focus sur quoi? L'obligation d'avoir des destructeurs d'insectes volants, hein, de pouvoir être en maîtrise à l'intérieur de leurs locaux, pardon, avec un positionnement à respecter, bien entendu, avec une identification des espèces qui sera obligatoire. En fonction de l'identification des espèces, hein, vous avez compris, hein, la suite logique de notre déroulé, ça sera les seuils critiques, tout simplement. Les seuils critiques vont être établis comment? Justement par rapport au comptage. On peut avoir des référentiels qui peuvent prendre en compte un comptage total des insectes et des référentiels qui vont nous demander, ou même une exigence client, un comptage précis par espèce. Donc, on aura les checklists associées qui vont nous permettre tout simplement de pouvoir donner, en fonction du positionnement des deux IV, qu'est-ce qui va se passer sur le site de notre client. Les fréquences de contrôle, elles peuvent être déterminées par le référentiel ou on ne laisse pas le choix. Attention à l'analyse de risque à effectuer sur le terrain. Hein, pour toute proposition commerciale sur, on va dire, un site industriel sensible, on aura cette analyse de risque obligatoire. Et en fonction de cette analyse de risque, on peut être amené à proposer des choses qui peuvent être, on va dire, différenciantes au référentiel, en tout cas tout le temps supplémentaires. Hein. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Les rapports, bien évidemment, obligatoires, hein, on va dire en complément, tout simplement, on va dire, tout simplement le fichier, hein, qui va nous reprendre, on va dire, l'analyse avec les différentes captures qui auront été effectuées. Dans ce rapport, on va pouvoir mettre du conseil et recommandation. Hein, ça, c'est le travail, on va dire, de force du PCO. En termes de remplacement, je laisserai bien entendu la main à Cyril, hein, par rapport à certaines obligations. On va parler de lampe UV, on va parler de LED. Là, sur de la lampe UV, c'est obligation changement une fois par an. Au niveau des LED, on laissera la main à Cyril. En fonction des fabricants, on verra qu'il y aura potentiellement un changement tous les 2 ou 3 ans. Hein, ça, c'est le fabricant de la LED qui nous donnera, on va dire, la deadline sur le changement. Sur d'autres types de référentiels, là, on voit Mark & Spencer, Tesco, Hume. On va reprendre dans les grandes lignes ce que l'on vient de voir, hein, que ce soit pour l'AIB, que ce soit BRC, que ce soit l'IFS. Hein. On sera en obligation de protéger les bâtiments. On doit bien identifier les espèces, hein, donc un rapport détaillé, bien évidemment. On sera sur du comptage obligatoire de ces espèces-là. Des fréquences de contrôle, encore une fois, qui peuvent être apportées directement via le référentiel, mais qui peuvent être
aussi, hein, comme je l'ai dit, en fonction de l'analyse de risque, avec des fréquences qui peuvent être, on va dire, au-delà de ce qui peut être notifié. Toujours notre rapport, hein, qui va prendre en compte, on va dire, les actions qui pourraient être amenées et éventuellement, et toujours notre changement de consommable, on va dire, en respect de la réglementation, bien entendu. Donc voilà, on va dire, les principaux que l'on va retrouver dans le monde, on va dire, de l'agroalimentaire. Dernier, on va dire, pour se faire le petit focus, que ce soit ISO, que ce soit GMP ou BPF, on retrouvera de toute manière, hein, on va dire, les mêmes contraintes, si on pourrait parler de contraintes, tout simplement. Ça voudra bien entendu dire que on sera toujours dans l'obligation de protéger les locaux et d'en faire les rapports qui y incombent, tout simplement. Alors, je ne sais pas, Olivier, si on avait des questions spécifiques par rapport aux normes. Je te laisse voir par rapport au chat, hein. Je m'en Non, il y a occupe une pas question trop. sur les seuils. Voilà, est-ce qu'il existe des données fiables concernant les seuils sur les référentiels? Mais non, en fait, surtout l'analyse de risque. Je suis en train de répondre d'ailleurs sur le sujet. Voilà. Tu as un D'accord, grand très bien. débat sur les seuils, là. Est-ce qu'on se met à 20, 50, 100, 200, 500, 1000? Voilà. Ça dépend un petit Ouais, peu de nombreux paramètres, l'activité du site, l'étanchéité du site, l'ancienneté des bâtiments, etc., etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Je suis en train de répondre. Voilà. très bien. Je laisse la main, Olivier. Je ne vais pas, on va dire, faire d'interférence à ce niveau-là. Du coup, on vient de balayer, on va dire, les principaux référentiels. Il y en a beaucoup plus. On voit bien, si on veut se faire un résumé de tout ça, c'est qu'on est dans l'obligation de venir protéger les locaux chez notre client. On veut éviter le risque sanitaire, on veut éviter le risque du corps étranger, hein. Ça, c'est la base de tous nos référentiels. On a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a un cadre réglementaire qui va encadrer les 2IV. Pourquoi on va s'apercevoir que chez nos clients, on va avoir des zones, hein, et potentiellement ce qu'on appelle des zones ATEX. Si vous avez des questions, hein, Olivier vous y répondra. Dans les grandes lignes, ATEX, AT pour atmosphère, EX pour explosive, tout simplement. Pour résumer, on a deux types d'ATEX au jour d'aujourd'hui. On a ce que l'on appelle des zones ATEX poussière, des zones ATEX gaz vapeur. Ça veut dire que notre industriel va identifier sur son site des zones à risque et ces zones à risque vont être des zones risque d'atmosphère explosive, tout simplement. Vous imaginez bien que l'on ne pourra pas mettre n'importe quel type de matériel à l'intérieur de ces zones-là, hein. Ni quand bien même, en termes d'intervention, on n'interviendra pas avec un smartphone traditionnel non plus, hein. Même si on a l'application, on va dire, pour pouvoir faire notre pest control. Il faut avoir du matériel spécifique qui réponde aux normes ATEX sur ces sites-là, pour éviter encore une fois le risque lié à une atmosphère explosive, tout simplement. Allez, vous allez voir que par rapport à ces zones d'atmosphère explosive, on va retrouver un découpage. Et là, je laisserai peut-être un petit peu la main à Cyril pour qu'il nous explique, ben, potentiellement, s'il a une gamme de 2IV qui va répondre, on va dire, à cette attente-là. On vient de parler de deux zones potentielles. Zone gaz, vapeur, qui va être, on va dire, une des premières zones. Et la zone poussière. Tout ça sont des zones totalement distinctes, tout simplement. Vous voyez, avec une codification. Vous voyez sur, on va dire, le slide, à la partie basse, on vous a fait l'extraction d'une plaque signalétique d'un appareil destructeur d'insectes volants qui va nous permettre tout simplement de contrôler que notre appareil correspond, hein, à la partie applicable sur le terrain, que notre appareil soit bien ATEX, qu'il soit bien ATEX gaz-vapeur. En fonction, ben, est-ce qu'on est dans une zone permanente? Est-ce qu'on est dans une zone où occasionnellement on peut avoir des problématiques ou accidentellement? Eh ben, tout ça va correspondre à une codification bien précise que l'on retrouvera sur la plaque signalétique de l'appareil. Si je laisse la main à Cyril, tu me confirmes, Cyril, on a bien cette identification sur les différents appareils? Je te confirme, ça fait partie de la certification ATEX. La plaque signalétique est obligatoire. Ce qui pourrait être une faute majeure si on ne proposait pas le bon appareil, bien entendu. Bien évidemment, avant de proposer le bon appareil, excusez-moi, on va envoyer les fiches techniques de celui-ci pour qu'il soit validé, hein, au niveau de l'industriel, hein, pour qu'on corresponde bien entendu aux normes. Donc, on vient de voir une réglementation concernant des zones précises sur un site en particulier. Je m'excuse pour la petite toux d'irritation. Sachez que ce n'est jamais un site complet qui va être sous ATEX. Ça va être des zones délimitées. Ces zones délimitées, si je reviens sur le slide précédent,
on aura bien la démarcation avec la signalétique réglementaire qui va y correspondre, tout simplement. Donc, en termes d'intervenants, excusez-moi encore une fois, on saura bien qu'on rentre dans une zone qui est déclarée comme étant ATEX. En dehors des zones ATEX, on peut avoir, en fonction de l'activité du client, des zones qui vont être assujetties. Assujetties à quoi? À des risques de projection. Des risques de projection solides ou liquides. Du coup, on parle d'indice de protection. IP pour indice de protection. En fonction du milieu, en fonction de l'activité du client, on peut être assujetti à des projections d'eau liées à du nettoyage, liées à une atmosphère, on va dire, où on aura un gros taux d'hygrométrie. On aura, on va dire, potentiellement cette teneur en humidité dans l'air qui fera que on devra avoir un indice de protection au niveau des appareils. Pareil, Cyril va pouvoir nous confirmer, au niveau des plaques signalétiques des destructeurs d'insectes volants, on va pouvoir retrouver les indices de protection qui vont y correspondre. Ça fait partie, on détermine le besoin et on met le DIV qui va en face. Donc, si on est sur un milieu humide, effectivement, on va chercher l'IP65. Complètement. Ça veut dire que ça, c'est un travail de la part du prestataire avec l'industriel pour connaître quelles sont les pratiques de nettoyage, quel est le taux d'hygrométrie, entre guillemets, qu'on va retrouver à l'intérieur des ateliers, pour qu'on soit sûr de proposer le bon modèle, tout simplement, qu'on ait l'indice de protection suffisante pour ne pas occasionner, on va dire, de défaillance électrique et bien évidemment, un appareil que l'on rendrait HS par rapport au fait qu'il ne correspond pas, on va dire, à la zone dans laquelle on devrait l'utiliser par rapport aux différentes protections. Pour revenir sur l'évolution réglementaire au niveau de ces fameux destructeurs d'insectes volants, on a tous été assujettis, on a tous vu par rapport à des bilans énergétiques, au fur et à mesure, il a fallu changer en termes d'éclairage tout ce que l'on pouvait rencontrer dans des bâtiments qui accueillent du public ou autres. On va être sur une suite logique de cette application-là, tout simplement. Ça veut dire qu'au niveau, alors qu'on parle de tube UV ou de lampe UV, c'est, on va dire, c'est le même discours. On parle de la même chose. On avait des tubes qui contenaient du mercure. Donc ça, première problématique. On avait une autre problématique liée à la partie énergétique, tout simplement. Donc, on va avoir tout simplement cette évolution réglementaire qui va tout simplement imposer le fait aux prestataires de proposer une gamme d'appareils qui ne contiendra plus de lampes ultraviolettes, tout simplement. Et là, je laisserai Cyril exposer sa gamme d'appareils LED qui vont être, on va dire, les derniers appareils. Et s'il y a du rétrofit possible, potentiellement, Cyril pourra vous en parler. Donc, on a cette évolution réglementaire-là, tout simplement. En termes de maintenance au niveau des appareils, là, on va rentrer dans le cas de figure où le technicien intervenant, il faut qu'il ait certaines habilitations. En fonction de ce qu'il va faire, en fonction de son intervention, il lui faut une habilitation électrique. On n'oubliera pas que pour effectuer une intervention sur un appareil électrique, notamment un destructeur d'insectes volants, il faudra qu'il soit mis hors tension. C'est le seul moyen de travailler en sécurité, tout simplement. Donc ça, c'est véritablement la partie, on va dire, obligatoire par rapport à l'intervention de maintenance sur l'appareil. Et on n'oubliera pas l'habilitation électrique nécessaire qu'il faudra pour pouvoir intervenir et faire la maintenance sur l'ensemble des modèles qui seront sur les sites industriels. Notre technicien, en plus d'avoir une habilitation électrique, sur les sites industriels, on va réaliser un plan de prévention. Lors du plan de prévention, l'industriel va nous dire comment on va pouvoir travailler, tout simplement, en termes de risque de chute. Et en termes de travail en hauteur, il peut nous imposer l'utilisation de la nacelle, l'utilisation d'une PIR, plateforme individuelle roulante, ou une PIRL, plateforme individuelle roulante légère. Donc tout ça, c'est le plan de prévention de l'industriel qui va nous déterminer comment on va pouvoir mener les actions sur le terrain. En tout cas, comment on va pouvoir en assurer la maintenance, tout simplement. Une fois qu'on a compris comment on allait pouvoir procéder, on va voir maintenant comment on va pouvoir déterminer le positionnement des appareils. On va voir qu'on a des règles assez simples à retenir et qui vont nous permettre d'être en adéquation par rapport aux normes et référentiels et surtout de ne pas prendre de non-conformité par rapport à un auditeur certificateur. La première des choses, c'est travailler en sécurité. La sécurité des techniciens passe par les moyens d'élévation
faire attention, hein, on est en coactivité hein, sur un site, on va dire, industriel sensible. La coactivité n'est pas à prendre à la légère par rapport à la logistique, les autres entreprises et bien entendu l'activité du site. Le plan de prévention, on vient d'en parler, c'est ce qui va déterminer hein, comment on aura les moyens d'accès pour travailler en toute sécurité pour effectuer notre fameuse maintenance. Maintenant, nous, en tout cas vous, pardon, les PCO, vous devrez préconiser, en tout cas donner les conseils pour limiter les intrusions des volants. Donc ça, on va dire, c'est le travail à faire pour, on va dire, rendre efficient votre implantation, bien entendu. Et le dernier point, et apparemment dans le chat, c'était un sujet sensible, fixer les seuils critiques. Les seuils critiques, ils peuvent être différenciants en fonction des zones, ils peuvent être différenciants en fonction de l'activité de vos clients. Hein. Je pense qu'Olivier a déjà répondu à pas mal de questions dans le chat. Allez, pour comprendre dans les grandes lignes, pour avoir une efficacité optimale de notre destructeur d'insectes volants, on va favoriser une zone sombre. Pourquoi? Pour avoir l'attractivité via le rayonnement de nos lampes UV ou de nos LED suffisante, hein, pour avoir le maximum d'efficacité en termes d'attirance par rapport aux insectes volants. Attention, on ne mettra pas un appareil face à une zone de quai, hein, comme on le voit au niveau du slide. On pourrait attirer des insectes de l'extérieur. Ça, un auditeur certificateur ne veut pas le voir. Potentiellement, il va expliquer que la porte de quai peut rester ouverte à un moment donné. La position idéale étant une position à l'équerre, perpendiculaire par rapport à nos portes de quai. Appareil non visible de l'extérieur. Potentiellement, on n'a pas trop de luminosité dans cette zone-là. Et là, on aura vraiment la position qui sera idéale. Si on est sur un cas de figure où on ne peut pas le faire, potentiellement, soit un appareil en position murale, soit positionné perpendiculairement par rapport à l'ouvrant. Hein, donc, on respectera toujours le décalage, toujours une zone sombre. On évitera les courants d'air, bien entendu. Si on est dans une zone de courant d'air, les courants d'air, c'est le flux, on va dire, que vont utiliser les insectes volants pour pouvoir se déplacer, tout simplement. Hein. Attention à la coactivité, la hauteur du dessus des chariots par rapport au dessous de notre appareil. Hein. Évitons d'avoir des soucis dans ces zones-là. On vous a apporté une autre indication, c'est que les insectes perdent en activité de vol sur des températures qui sont en deçà de 12 degrés. Donc, quand on est dans des zones où on va dire il fait en dessous de 12 degrés, vous pouvez vous passer, hein, tout simplement, de protéger les insectes volants. On parle de chambres froides notamment. On ne parle même pas évidemment de zones de congélation. Ça va de soi. En dehors de ça, pas visible de l'extérieur. On en a parlé notamment au niveau des zones de quai. Attention à la distance par rapport à un produit qui serait à nu. Hein. On va bien faire attention hein, à respecter cette distance-là. Potentiellement, on peut avoir, quand on est sur la grille électrocutrice, notamment, un risque de l'insecte projeté entièrement ou partiellement. Hein. Attention au positionnement. Hein. Tout ça, ça va être, on va dire, des règles à respecter. Donc, au niveau de l'implantation, soyez judicieux dans vos choix. Hein. Soyez force, on va dire, de conseils et de recommandations. On explique à notre client pourquoi on va le positionner à cet endroit-là pour rendre efficient nos dispositifs et surtout pour éviter les risques de contamination croisée. Cela va de soi. Du coup, maintenant qu'on a vu potentiellement comment on allait pouvoir implanter, dans quelle zone, comment respecter, on va dire, dans les grandes lignes, tout ça, on va arriver sur le choix du DUV. Le choix du DUV, on a déjà vu hein, dans les grandes lignes principales ce que l'on va pouvoir proposer hein, par rapport à des restrictions de zone ATEX ou d'indices de protection. Donc, ça rentre dans le cadre de l'usage de nos locaux, tout simplement. On prendra bien aussi en compte la superficie à couvrir. Cyril vous expliquera hein, le choix d'un appareil en fonction d'une superficie. On verra comment Cyril va pouvoir vous donner tous ces éléments-là. En fonction du référentiel ou de la norme applicable, on respectera, hein, on va dire, les attentes par rapport à ces problématiques. Par rapport justement à ces problématiques clients, on fera le focus sur quelles sont les problématiques récurrentes qu'a ce client-là par rapport, on va dire, à son activité sur les insectes volants. Et on essaiera d'acter sur le modèle qui va être le plus judicieux et qui corresponde à ces zones. On se refait le petit focus, attention aux zones poussiéreuses qui vont être déterminées comme index et les zones humides avec le risque de protection où on aura un IP qui correspondra à la zone. Sécurité des techniciens, on a vu, hein, et potentiellement avoir les habilitations nécessaires si on doit travailler avec
avec une nacelle ou autre. Hein. Tout ça, ça fait partie du travail en hauteur. Allez, là, juste brièvement, ça va vous permettre de voir sur un seul slide potentiellement ce que Cyril va vous exposer tout à l'heure. En fonction des différentes zones chez notre industriel, on va essayer de mettre en place les appareils qui correspondent à ces zones-là, hein, qui sont le plus adaptés, tout simplement. Hein, que ce soit de la pique murale, que ce soit un appareil suspendu que l'on appelle double face avec un rayonnement à 360 degrés, que ce soit un appareil mural qui aura un rayonnement à 180 degrés, que ce soit un appareil validé pour une zone ATEX qui répondra hein, aux normes, on va dire, d'atmosphère explosive. Hein. Mais tout ça, Cyril rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on peut se dire? Ce qui a été un gros sujet, a priori, au niveau du chat, que je n'ai pas suivi, hein, mais que Olivier a pu gérer en temps réel et qui a pu vous apporter, on va dire, les réponses à vos différents questionnements. Les seuils critiques, ça va être à vous de les déterminer conjointement avec l'industriel, tout simplement. Ça veut dire qu'on n'invente pas des seuils critiques voilà, qui arrivent comme ça. Hein, c'est une vraie étude, c'est une vraie analyse. Et on fait ça conjointement avec notre client, tout simplement. Du coup, en industrie agroalimentaire, on va prendre en compte, premièrement, un nombre total de captures effectuées sur notre destructeur. Et on a dit et on répète, on peut avoir des référentiels qui vont nous demander tout simplement un seuil critique par espèce. Et bien, si c'est le cas, on appliquera, hein, on va dire, les exigences, on va les appeler comme ça, de notre client industriel. D'où le fait d'avoir un outil qui nous permette de faire un comptage précis. Et cet outil-là, on va voir que la nouvelle technologie va peut-être vous permettre d'avoir accès à d'autres choses, tout simplement. Hein, donc, l'intégration des seuils critiques est un point primordial pour le prestataire, était aussi un point primordial pour l'industriel, parce que quand il va être en face de l'auditeur certificateur par rapport à la norme et ou référentiel applicable, l'auditeur certificateur va certainement étudier s'il y a eu le dépassement des seuils critiques par rapport aux dispositifs de contrôle qui seront installés sur le site. Et en fonction de ces dépassements-là, quelles vont être les différentes actions qui pourront être menées, tout simplement. Là, on vous a mis des exemples, encore une fois. Hein. Du coup, ces exemples-là, vous voyez, on vous a mis absence d'infestation, moins de 100 captures, seuil critique au-delà de 150, hein, et potentiellement des cibles avec des insectes identifiés. Tout ça, ça reste des exemples, encore une fois. Hein. À vous de faire le travail, on va dire, de criticité en fonction de vos sites. Là, c'est pareil. On vous a donné potentiellement, hein, en fonction de certaines familles d'insectes, quels pourraient être les seuils critiques associés, tout simplement. Encore une fois, c'est un exemple. Hein. Ne prenez pas au pied de la lettre les chiffres que l'on vous annonce là dans les slides. Hein. Ça va être votre travail, encore une fois, entre vous et l'industriel. Allez, avant d'en finir par rapport à ça, on va déterminer des niveaux par rapport à ces seuils critiques. OK, on vient de comprendre potentiellement, on peut dépasser les seuils. Pas de souci avec ça. Quand on dépasse les seuils, on va avoir potentiellement 3 niveaux à respecter. Le niveau 1 qui va être le dépassement d'un seuil critique sur un mois et uniquement un mois. OK, on peut mener des actions potentielles. On va avoir ensuite le niveau 2 qui va être un dépassement sur 3 mois consécutifs. Donc, on prend un exemple, on est au mois de juin. Juin, on dépasse, juillet, on dépasse, août, on dépasse. On va bien être sur notre niveau 2. Si on est sur un niveau 3, c'est un dépassement des seuils critiques sur un semestre consécutif. Donc, imaginez bien qu'en termes de plan d'action à mener, on aura des plans d'action différenciants, que l'on soit sur du niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Hein. Ça va être le travail du prestataire, tout simplement. Donc, qui dit dépassement des seuils critiques dit action corrective à mener. Action corrective par le prestataire et conjointement, certainement aussi par le client industriel. Hein. En tout cas, il va falloir faire un gros focus sur ces fameux seuils critiques, hein, à ne pas prendre à la légère. Ça va être, on va dire, la data qui devrait être observable et qui va être, on va dire, votre focus, tout simplement. Hein. On va installer des destructeurs, pas de souci avec ça. Par rapport à ces destructeurs, on met en place ces seuils critiques. C'est ce qu'attend l'industriel de vous. Et par rapport à ces seuils critiques, on va les faire vivre avec différentes actions à mener, tout simplement. Voilà sur ce qu'était la présentation de la part d'EasyPest par rapport, on va dire,
à l'introduction sur les destructeurs d'insectes volants, quelles vont être les méthodologies, quels vont être les référentiels, quels vont être les points d'application, la détermination des seuils critiques. Maintenant, je vais laisser la main à Cyril, le vrai professionnel des modèles qui sont au catalogue des Dialux, avec toutes les nouveautés qu'il va pouvoir vous présenter. Merci à toi, Cyril. Merci Jérôme. Tu as très bien introduit la solution que je vais vous présenter, qui est PEL6 Digital. On a bien compris qu'il fallait étudier le besoin du client, en tout cas vôtre, qui est d'analyser pour ensuite proposer une vraie solution. D'accord ? Donc, le DIV n'est qu'un outil qui va vous permettre de surveiller et d'avoir un indicateur pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque sur le site. C'est toi qui avance les slides. Allez, c'est moi qui prends la main, Cyril. Vas-y, je t'en prie. Donc là, je vais vous présenter justement cette nouvelle solution qui s'appelle PEL6 Digital, qui sont des destructeurs d'insectes volants connectés. Tout ça, c'est pour pouvoir aussi prévenir de façon précoce les infestations nuisibles, d'accord, pour réduire aussi l'utilisation de produits chimiques pour les démarches RSE. Une surveillance en temps réel, parce que le but, c'est d'être le plus pro-réactif pour utiliser justement le moins de produits chimiques. On ne va pas attendre qu'il y ait une infestation pour pouvoir faire un traitement. Et il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont munis de technologie LED, donc il y a aussi la réduction de la consommation d'énergie. Il faut imaginer qu'on peut gagner jusqu'à 70% d'économie d'énergie, ce qui n'est pas négligeable sur tout un site. Merci Jérôme. Aujourd'hui, on a 4 appareils dans cette solution-là, alors qui existent en version non connectée aussi. Mais là, on voulait faire le focus sur la version connectée parce que ça répond exactement à toutes ces normes. Vas-y, Jérôme, s'il te plaît. Je te remercie. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, vous connaissez les destructeurs d'insectes volants. À l'intérieur, on a greffé une caméra avec toute une intelligence artificielle en back-office qui va pouvoir permettre de prendre des photos de la plaque de glu, parce que ce sont des appareils à plaque de glu, pour pouvoir compter les insectes. Et il va pouvoir, aujourd'hui, dissocier les petits insectes des gros insectes. Tout ce qui est en dessous de 5 mm, il va dire que c'est des petits insectes. Tout ce qui est grand, au-delà de 5 mm, il dira que c'est des grands insectes. Et à partir de ces éléments-là, en prenant des photos de façon régulière, on va pouvoir déterminer des courbes de tendance dans le temps, avec la température et avec l'humidité. Ça, en plus, ça a une connexion plug and play. On ne touche pas au réseau du client, ce qui est très sécurisé. Jérôme, je t'en prie. C'est quoi tous les avantages de cette solution-là? On va limiter les infestations qui sont véhiculées par les mouches, parce qu'on va recevoir des alertes en fonction des seuils qu'on aura déterminés. Donc justement, avec notre client, en fonction du risque, en fonction de la zone, en fonction de tout ça, on va déterminer des seuils. Et à partir de ces seuils-là, on va pouvoir déclencher des alertes pour être justement réactif et pas attendre un passage pour aller compter de façon manuelle et ensuite intervenir. Des données conformes qui sont beaucoup plus simplifiées. Justement, le technicien ne sera pas forcément obligé de se déplacer pour recompter. Un accès centralisé. Donc, il y a une application mobile pour faire les interventions de changement de plaque, etc. Sur le site, mais il y a aussi une plateforme web accessible. Un gain de temps qui est indéniable. D'accord. On a le relevé du comptage directement sur la plateforme de façon journalière. On peut le mettre même toutes les heures, tous les quarts d'heure. Ça va nous faire un historique. On va améliorer notre temps de réponse, parce que si on voit que l'infestation commence à grandir, en fonction des seuils, on va pouvoir intervenir beaucoup plus tôt. Sécurité des techniciens. Pourquoi je vais aller chercher une nacelle alors que ça se trouve, il n'y a rien sur la plaque, s'il est en hauteur? Là, avant d'aller le voir, je saurai s'il faut que j'aille voir, ou en tout cas changer la plaque de glu, analyser un peu plus loin. Merci Jérôme.
Comment ça fonctionne? Chaque DIV se connecte de façon sans fil avec du Wi-Fi. Donc, en plus, il utilise les deux Wi-Fi, le 2,4 GHz et le 5 GHz pour ceux qui sont un peu techniques. Il va se connecter à une passerelle sur chaque site. On dit en règle générale qu'il faut mettre 6 appareils sur une passerelle. En termes de superficie, c'est ce que ça représente généralement sur un site. La passerelle ensuite remonte l'information de façon cryptée et centralisée à un cloud, qui est dédié à la plateforme. Et ensuite, vous avez accès à ces données-là. Les photos sont en direct. Vous avez les notifications sur le smartphone et via le portail web. Accès centralisé, ça veut dire que vous avez un identifiant, un mot de passe, quel que soit où vous êtes dans le monde, vous avez accès. Il n'y a pas besoin d'installer un logiciel pour avoir accès à ces données-là. Une plateforme qui vous remonte le comptage des insectes global, la disponibilité de la plaque de glu, combien de place il reste sur la plaque de glu, la taille de comptage, le delta entre les petits insectes et les grands insectes, avec des analyses de tendance. Ça vous donne comme toute plateforme, le détail des appareils, où est-ce qu'il est, l'état de l'appareil, est-ce qu'il est bien en ligne ou déconnecté. Ça relève la température et l'humidité. Donc, on peut aussi, en fonction de la courbe de tendance, est-ce que la température a un impact sur l'infestation? Est-ce que quand on a des fortes chaleurs, est-ce qu'on a plus d'insectes? Est-ce que le taux d'humidité a un impact? Donc ça, on peut le voir sur la plateforme. Et on peut déclencher des alertes, alors soit au nombre d'insectes, si on a déterminé des seuils, sur l'état de la plaque de glu. Peut-être j'en ai pas sur le nombre de comptages, mais je peux dire à partir de 70% de disponibilité de la plaque, je veux une alerte pour me dire attention, il faut peut-être aller changer la plaque de glu ou en tout cas aller la vérifier. On a aussi de manière automatique, au bout de combien de temps je vais changer la plaque de glu? Au bout de combien de temps je vais changer la bande LED? Ça, c'est une solution qui est purement en LED intégrée. Les LED sont remplaçables au bout de 3 ans. Donc, on aura un rappel aussi, en ayant mis ce lead time, au bout de 3 ans, je veux une alerte pour me dire attention, ta LED, elle est moins efficace, il faut la changer. Donc, ça fait aussi ces rappels-là. Et ça peut mettre si l'appareil est hors ligne. Une image haute résolution. On est sur une caméra 12 millions de pixels. Donc, en ligne, on peut déjà faire de l'identification. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'identification, ça a un avantage d'éviter de récupérer la plaque de glu et d'aller regarder directement. Aujourd'hui, elle ne fait pas d'identification en amont, on est bien d'accord. Plus on aura de données et de volume de data, plus l'intelligence artificielle va enregistrer des données et plus tard, on aura la capacité, en tout cas c'est vers cela qu'on tend, de faire de l'identification en amont à votre place. Le but ultime, c'est quand même celui-là. Aujourd'hui, elle fait le comptage et vous avez accès aux images en haute définition des appareils. On a fait un scénario où, dans une entreprise agroalimentaire, on a 16 appareils, on peut les voir ici sur la carte. On a un technicien qui est plutôt très organisé et qui va les faire quand même dans un cheminement logique et pas être disparate dans tout le site pour optimiser sa tournée. Il va aller sur chaque DIV, il va donc le débrancher, peut-être utiliser une échelle, du moins une pire. Il va inspecter la plaque de glu, il va compter le nombre d'insectes, il va identifier aussi le nombre d'insectes, il va faire son rapport, il va remplacer la plaque de glu, des tonnes de tâches. Au final, sur sa tournée, on s'aperçoit que là où il y a une population d'insectes importante, c'est le 10, le 11 et le 12. Merci Jérôme. S'il aurait utilisé des connectés, on n'est pas obligé de mettre de partout, mais dans l'idéal, il faudrait le mettre de partout, il serait allé voir directement le 10, le 11 et le 12 qui sont problématiques. Il n'aurait pas vu tous les autres.
Merci Jérôme. En temps normal, dans le scénario A, il aurait passé à peu près 3 heures. Le site aurait été muni de DIV connectés. On aurait réduit ce temps de 82%. Il aurait passé qu'une demi-heure parce qu'il serait allé voir que les DIV qui sont problématiques. Donc, comme quoi, c'est un gain de temps pour se concentrer sur du travail justement extérieur. On a déterminé le besoin avec le client. On a utilisé un outil PEL6 Digital, DIV connecté. On a des indicateurs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour réduire cette infestation? Je vais utiliser le temps que j'ai gagné pour justement déterminer par où ils arrivent. Qu'est-ce que je vais faire pour contrer cette infestation? Et communiquer davantage avec le client. On suit les alertes en amont. Je vous l'ai dit, on a des courbes de tendance en fonction du temps. Si les DIV sont là depuis plusieurs années, on peut voir peut-être une saisonnalité, peut-être anticiper un traitement. Il faut imaginer ici sur ce calendrier, le 27, enfin le mois précédent, les insectes pondent les œufs. En temps normal, dans le scénario 1, on va faire notre visite le 31 à la fin du mois. OK, on a visité, on a mis nos DIV, etc. Sauf que les adultes émergent 2 semaines après. Le 12, les mouches contaminent les aliments. Donc, je ne suis toujours pas passé dans le scénario 1. Le 21, on commence à voir la population. En gros, en un mois, ça y est, on a déjà une infestation. Et mon deuxième passage n'est que le mois suivant. Donc, je perds en réactivité. Et en plus de ça, l'infestation est déjà peut-être sur un gros pic. Alors que si j'aurais eu une surveillance à distance 24 heures sur 7 jours, j'aurais pu déjà, dès que les premiers adultes émergeaient, avoir une alerte et proposer un traitement pour contrer ce pic. À qui ça s'adresse? C'est des DIV connectés. On l'a vu juste avant, les hôpitaux, les industries agroalimentaires, les pharma, tous ceux qui ont un référentiel avec une sensibilité où il y a un risque d'infestation, ou en tout cas où ils ne peuvent pas se permettre de risque justement d'infestation. On peut très bien l'imaginer, production d'aliments ou dans la pharmacie, la sécurité doit être optimale. De quoi se compose la solution PEL6 Digital? Je vous l'ai dit, il y a 4 destructeurs d'insectes volants aujourd'hui. On a le Cobra LED Digital qui a une carrosserie opaque pour améliorer la diffusion lumineuse, pour augmenter encore plus l'attractivité. Le Halo LED, simple face. Le Flytrap LED qui lui est tout en inox et qui existe en 2 versions, en pseudo 30 watts et 80 watts. C'est deux puissances, en tout cas de bandes LED qui sont différentes en fonction de la surface à couvrir. Et cette fameuse passerelle. Cette passerelle, elle fonctionne comme un modem, comme votre Internet chez vous. Vous allez la brancher et vous n'avez que ça à faire. Elle est déjà activée quand vous la recevez. On la branche, elle va se connecter à la plateforme web et vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de configuration, il n'y a rien du tout. Et après, on vient justement attribuer les appareils à la passerelle pour avoir le relevé d'informations. Une plaque de glu universelle, blanche, qui facilite aussi le comptage de l'IA. Une bande LED. Qu'est-ce qui va user la bande LED par rapport au tube UV? On sait que le tube UV était dégressif dans le temps, dans sa production d'UV. Ici, la bande LED, qu'est-ce qui dégrade cette production d'UV? Ça va être la chaleur émise par l'électricité et par la bande LED. Donc, sur celle-ci, le bande LED, on a un dissipateur thermique qui va pouvoir
augmenter cette durée de vie des bandes LED jusqu'à 3 ans. Donc, on peut les remplacer tous les 3 ans. C'est pour ça qu'on a aussi une alerte pour les remplacer au bout de 3 ans. Sans polarité, je le précise, il n'y a qu'un seul sens, on ne peut pas se tromper. Donc, ça va d'un côté, ça rentre de l'autre et ça fonctionne. Il faut faire attention à certaines LED qui ont une polarité et que si on se trompe de sens, on peut griller cette LED. Une passerelle plug and play. Vous arrivez, vous la branchez sur une prise de 120 et c'est tout. On lui met les petites antennes. C'est tout ce que vous avez à faire. Un seul modèle pour tous les DIV. On peut brancher autant de DIV de sorte sur une passerelle et vous occuper de aucun paramètre. Une plateforme web. Maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer. Si vous avez des questions, je ne sais pas si je n'ai pas pu en voir tout. Il ne faut pas hésiter à vous rapprocher des responsables de région, du secteur ou à moi-même, et on vous répondra sans problème. Une plaque de glue n'a pas de fiche de sécurité. Tu vois, Cyril, si je peux me permettre, tu vois, il y a pas mal de questions, Wi-Fi, 5G pour la connexion. Je te laisse peut-être rebalayer un petit peu le chat. Il y a des questions un petit peu spécifiques qui t'incombent un peu plus. Le Wi-Fi utilisé par la passerelle, elle émet 2 Wi-Fi, le 2,4 GHz, alors qui est moins puissant, mais qui a une plus grande portée, et le principal qui est le 5 GHz. Donc, elle utilise le meilleur des deux. Après, la passerelle communique via une carte SIM, d'accord, en 5G, 4G. Elle est multi-opérateur, donc elle va utiliser le meilleur des opérateurs. Elle va trouver le meilleur des opérateurs et elle va utiliser celui-là. Est-ce que tu penses, Cyril, que dans un avenir relativement proche, on pourra intégrer de l'IA pour avoir une identification réelle des espèces capturées? Le but ultime, c'est celle-ci. Aujourd'hui, l'IA intégrée sert à compter les insectes, à retrouver sur toute la plaque de glue, d'accord, pour avoir une certaine précision aussi, compte les insectes. Plus on aura de données, plus on pourra lui fournir de données, et plus à terme, on sera en capacité de faire de l'identification. Mais le but ultime, que tout le monde espère, justement, c'est de faire de l'identification. Pour être encore plus proactif, ou en tout cas, dire potentiellement, il y a de fortes chances que cet insecte vu sur la plaque de glue soit de telle sorte et que c'est un risque à les confirmer. Bien entendu, ça sera une belle évolution dans notre métier, hein, pour l'ensemble des PCO. Ça apportera, on va dire, ce que moi j'appelais la sanitation 2.0, entre guillemets. Alors, je vois une question qui est importante. Est-ce qu'on récupère la connexion chez le client ou bien par SIM? On sait que dans toute industrie agroalimentaire, et pas que, dans toute industrie, se connecter au réseau du client, c'est nul et non avenu. Problème de sécurité, enfin, ils ne veulent absolument pas en entendre parler. J'insiste, c'est plug and play. Vous arrivez avec votre réseau. Vous branchez, vous ne touchez pas au réseau du client et ça fonctionne. Allez, avant qu'on puisse vous expliquer, que l'on peut vous former pour tous ceux qui en auraient la volonté, on peut continuer à être en mode échange, hein, par rapport à Cyril, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. C'est le moment ou jamais. Vous avez vu qu'il y a des réponses. Ouais, il y a des réponses qui ont été apportées de la part de Sophie, notamment, hein. Vous avez accès, hein, au catalogue. Je vous remets pour ceux qui auraient besoin, hein, là, vous avez les contacts de l'ensemble de l'équipe accompagnatrice de chez Edialux, hein. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont besoin de prendre, on va dire, les coordonnées en fonction du secteur géographique dans lequel vous êtes implanté. N'hésitez pas. Et Cyril, tu me contrediras peut-être, mais tu restes quand même, on va dire, la personne le plus assujettie sur la connectivité de ce que vous proposez au catalogue au jour d'aujourd'hui.
Tout à fait. En gros, si Il y vous a- avez Quelle question qu'elle soit, il ne faut pas hésiter. S'il y a besoin de voir les responsables de région après pour tout ce qui est tarifs, etc., il ne faut pas hésiter non plus. juste, on n'en a pas parlé. Est-ce que j'ai vu une question dans le chat qui est pour moi intéressante. Est-ce que sur une gamme d'appareils existante de chez Pelsys, est-ce qu'on aurait la possibilité d'adapter une connectivité ou est-ce que c'est uniquement sur les appareils nouveaux qui sont au catalogue? Alors aujourd'hui, non. C'est vraiment un modèle spécifique parce qu'il faut avoir la place pour pouvoir mettre toute la connectivité. Et sur les anciens, ce n'est pas faisable. Alors déjà, par l'usage de la source tube UV, où là, on passe sur du LED pour avoir l'économie d'énergie, etc. Mais la place physique pour pouvoir mettre en place la connectivité n'est pas possible sur les anciens modèles aujourd'hui. Ok. Du coup, quand bien même on serait sur un modèle à LED, on n'aurait pas au jour d'aujourd'hui la possibilité de l'équiper, on va dire, en modèle connecté. Ok, ça c'est toujours intéressant, hein. Ça permet aux PCO qui ont un parc existant, on va dire, chez leurs clients industriels, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent leur proposer entre guillemets, hein. Donc, Alors, c'est il y a une une question. question sur l'attractivité est-elle différente entre les anciens DIV à tube UV et les DIV à LED? C'est la même attractivité. En revanche, dans tous les tests qu'on a pu mener lors de la création de ces nouveaux DIV en LED intégré, hein, je ne parle pas de rétrofit, mais de LED intégré, l'attractivité se fait bien plus vite. On capture bien plus vite en 1 heure de temps ce qu'on pourrait attirer en 4 heures de temps sur de l'ancien DIV. Du coup, j'imagine, Cyril, qu'il y a eu des études qui ont été faites avec des tests d'efficacité, hein, notamment en laboratoire ou autre, pour pouvoir valider tes propos, bien évidemment. Exactement. Je ne sais pas, Cyril, si tu as potentiellement d'autres choses à rajouter, éventuellement. Non, je répondrai aux questions s'il y en a dans le chat. Merci, Jérôme. Ok. Super. Allez, juste pour vous assurer la continuité, ceux qui voudraient monter en compétence, hein, je sais que parmi les personnes qui auront suivi le webinaire, on a beaucoup de PCO, hein. Sachez qu'on a un module spécifique qui est le Certi de IV. Hein, pour la plupart, vous nous connaissez chez Easy, vous savez comment on fonctionne. En gros, on vous fait monter en compétence, hein, mais véritablement, ça vous permettra d'acquérir l'ensemble des connaissances sur le fonctionnement des destructeurs d'insectes volants, hein. On va passer une journée focus où on va vraiment rentrer dans le détail, hein, qui vont vous permettre de mieux assimiler, de proposer les bonnes choses à vos clients en fonction du secteur d'activité. On a des exercices pratico-pratiques, hein, qui vont nous permettre de savoir comment on va effectuer un comptage, qu'est-ce que l'on prend en compte, quels sont les risques associés en fonction des clients chez qui vous êtes intervenant. Et du coup, ça nous permet de passer une journée ensemble où vous allez pouvoir devenir des top professionnels de la lutte contre les insectes volants, tout simplement, hein. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui seraient intéressés, on a d'ailleurs des visios, hein, qui sont au catalogue au jour d'aujourd'hui. Vous avez l'habitude, hein, vous allez vous connecter à notre site et sinon, on vous a mis les 2 dates des prochaines visios, hein, qui sont au mois de juillet, tout simplement. N'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions et interrogations. Si c'est sur une partie technique des appareils, bien évidemment, par rapport au catalogue, c'est Cyril qui prendra la main et ou Sophie. Si on est sur d'autres questions autres, on va dire, que la gamme d'appareils, Olivier et moi-même restons à votre disposition, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup Merci d'avoir à tous. participé, hein, d'avoir suivi ce webinaire. Et encore une fois, nous restons là pour les questions et réponses. Merci beaucoup. Et encore une fois, un grand merci à tous les participants. La couverture du Flytrap, c'est en fonction de sa puissance, hein. Je vais vous dire ça. Pour le Flytrap 30, on est sur du 80 mètres carrés et du Flytrap 80, on est sur du à peu près 120 mètres carrés. Alors,
Je parle sous le couvert de Jérôme et Olivier, mais la surface est purement indicative. Oui, je te confirme, Cyril. En fait, le calcul de la surface va être le cumul de la puissance, en fait, effective sur l'appareil. Hein, en gros, voilà comment les fabricants ont procédé, tout simplement. Et en fonction du cumul de la puissance totale en watts de votre appareil, bah, ça va donner une approximation de superficie de couverture. Exactement. Après, c'est en fonction du site, en fonction des fenêtres, en fonction. C'est pas parce que l'appareil est prévu pour 120 mètres carrés qu'il va faire 120 mètres carrés. Tout à fait d'accord avec toi, Cyril. Oui, ça dépend un petit peu de la topographie des bâtiments, effectivement. Et pour reprendre ce que vient de vous dire Cyril et Olivier, tout va dépendre en fait des zones donnant accès directement sur l'extérieur, les ouvrants, tout simplement. Hein. On prendra toujours en compte les ouvrants, évidemment la superficie, on va dire à maîtriser entre guillemets, mais la configuration des locaux. Hein. On aura bien compris que là où l'industriel voudra, pardon, zéro risque sanitaire, zéro corps étranger, c'est dans sa zone de préparation, fabrication, conditionnement. On est sur l'endroit où on ne devra pas avoir de présence ni de risque sanitaire, ni de corps étranger dans le produit, bien évidemment. Et ça, peu importe les secteurs d'activité, hein. Pharma, cosmé ou agroalimentaire, bien entendu. N'hésitez pas à poser des questions, hein. On est vraiment là pour ça. Profitez-en. Toute interrogation, toute question, choses sur lesquelles vous voudriez qu'on reprenne. Allez, une histoire de prix, là je laisse la main à Cyril du coup. Alors, pour les prix, autant se rapprocher des commerciaux de votre secteur. Il faut voir au cas par cas. Alors, pour répondre à Daniel, je ne sais pas si tu as vu Olivier. Oui, Daniel, j'ai il nous vu. dit, on a évoqué en préambule le nombre de passages. Oui, c'est une obligation. Hein. À partir du moment, Daniel, où ton client est sous tel type de norme ou référentiel, du cas de passage, ça ne sera plus applicable. Hein. C'est un peu On juste. respecte. C'est un peu juste. C'est un peu juste. Ouais. On tend sur des anciens contrats, on passe plutôt sur du 6-8. L'idéal, c'est du mensuel, mais déjà du 8, c'est quand même pas mal. On fait 6 visites l'été, le printemps-été, puis début de l'automne, et on cale 2 visites voilà, fin d'année, puis en début d'année. Mais 4, ça fait un petit peu juste. On parle de gestion de risque et de bon sens. Hein. Cas de passage, Ouais. on parle d'industrie Sur- agroalimentaire. ouais. Surtout qu'avec le réchauffement climatique, on a quand même des périodes. On peut avoir des arrière-saisons très très chaudes. Donc là, la saison chaude, elle s'étend du début du printemps jusque des fois fin octobre, début novembre. Donc 4 passages par an, c'est quand même juste pour anticiper une infestation, c'est trop juste. Hein. Tu l'as rappelé, Cyril, les mouches se développent en quelques semaines, même en quelques jours l'été. Donc Et, si tu et, passes et j'ai- fin mai et que tu repasses 4 mois après, quand même, et au-delà de la tu te rends météo, compte il y de a la problème d'infestation. température de l'environnement. Oui, tout à fait. Bien sûr. N'oubliez pas que, Oui, parce qu'on est en dans des. fonction, on va dire, de votre client industriel, vous avez le chapitre Pest Control qui va correspondre au référentiel, qui va vous donner les indications minimum. Soit on est dans le respect des passages minimums à effectuer sur nos dispositifs de contrôle, soit notre analyse de risque au préalable nous détermine peut-être des fréquences de passage supplémentaires. Hein. Mais on sera à minima dans le respect du référentiel en termes de nombre de visites de contrôle. Et pour en revenir, du coup, Daniel, par rapport à ta question, sur du cas de passage, tu imagines bien qu'en termes de seuil critique, on ne sera jamais bon. C'est pas possible. On sera obligatoirement en dépassement de ces seuils-là, avec une saturation de la plaque de glu, peut-être même bien avant, on va dire, le prochain En- passage, tout simplement. J'ai fait une installation pas plus tard qu'il y a 2 semaines dans une usine, alors qui est presque dans l'agroalimentaire, mais en tout cas, ils ont une démarche pour tendre vers ces normes-là. Se sont équipés de DIV connectés. En une demi-journée, ils étaient déjà à 1000 insectes. Donc, alors, vieux bâtiment, ouvert de partout. En tout cas, l'intention est bonne. Maintenant qu'on a les données, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que derrière, tu l'as très bien dit, il faut amener des actions correctives.
Tu as entièrement raison, Cyril. Le but ultime de tout ça, c'est les actions à mener, tout simplement. Et Kevin nous confirme tes propos, du coup, Cyril. Ouais, j'ai fait l'installation avec lui et c'est impressionnant. Enfin, on venait de l'installer 1 heure après, on était encore en train de discuter avec le client. Enfin, il y avait déjà une centaine d'insectes. C'est parce que le lieu était propice. Mais quand on s'aperçoit tout de suite du résultat et qu'on s'aperçoit en fait de ce qu'il y a à mettre en œuvre derrière, c'est parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Hein, vous imaginez bien un technicien ou un QSE qui va analyser les plaques, les compter une par une. J'imagine le travail lourd et fastidieux. Attends, puis du coup, ça aura prouvé l'efficacité des dispositifs mis en place. Exactement. Et dans un premier temps, on n'est pas obligé de tout changer. Hein. Faut bien imaginer ça. Hein. Je vais peut-être mettre un DIV connecté à un lieu, à un endroit stratégique, au moins pour m'alerter. Après, petit à petit, et je peux faire sur plusieurs étapes, hein, prévoir un échéancier de ces changements-là pour éviter de tout changer en un seul coup. Mais le but, c'est d'avoir des indicateurs, d'accord, pour amener des actions correctives derrière. Oui, on peut imaginer que les clients lissent l'équipement de DUV connecté sur quelques années, hein, et en priorisant d'abord les zones sensibles, puis après étendre les dispositifs sur 2, 3 ans, 4 ans, c'est tout à fait imaginable. Hein. Et c'est même ce qu'on conseille. Et puis, quand ils auront vu l'intérêt des appareils connectés, je pense qu'ils vont vite débloquer les budgets. En général, ça se passe comme ça. Hein. Quand c'est efficace, fiable. C'est ça, et quand on s'aperçoit que le prix de revient en fait sur plusieurs années, parce que généralement un contrat DIV, c'est pas annuel. Je veux dire, c'est minimum 2, voire 3 ans. Tu me dis si je me trompe, hein, Jérôme. Mais du coup, on s'aperçoit que le prix de revient sur 3 ans, il est pas, il est plus cher. Forcément, il y a une technologie, il y a tout ça, mais il n'est pas non plus exorbitant. Quand on voit le temps qu'on y gagne, etc. Si je peux me permettre, Cyril, tu apportes une vraie valeur ajoutée à ce qu'est un appareil traditionnel au jour d'aujourd'hui. Le but de l'industriel, c'est que le prestataire ait de la réactivité, que le prestataire apporte les bons conseils et recommandations, que le prestataire mène les actions à mener conjointement avec le client. C'est ce qu'attend un industriel au jour d'aujourd'hui. Donc, si l'IA et en tout cas la connectivité nous permet d'apporter ça, ça sera quelque chose qui va plaire à l'industriel, c'est sûr et certain. Et au jour d'aujourd'hui, l'industriel, il faut qu'il rende des comptes quelque part à ses clients, etc., qu'il ne monte pas de blanche, qu'il est en totale maîtrise dans ses locaux. Et s'il montre que, en fonction des dispositifs connectés qui sont installés, ça a apporté une réactivité supplémentaire, ça a évité des points d'infestation, ça a évité du risque du corps étranger, ça a évité un risque sanitaire. Pour tous ceux qui sont encore présents avec nous, je ne sais pas si vous avez vu, hein, Olivier vous a mis dans le chat le nombre d'agents pathogènes potentiellement transmissibles par une seule mouche. Hein. On atteint des chiffres qui sont exorbitants. Donc, il y a un vrai risque sanitaire. Là, on a fait un focus industrie. On aurait pu très bien parler d'un métier de bouche traditionnel. Hein. Tout ça, c'est applicable du métier de bouche jusqu'à l'industrie. Donc, il y a un véritable intérêt au jour d'aujourd'hui. Et au-delà du client final, c'est un intérêt pour le prestataire. C'est du confort de travail pour ces techniciens et c'est de la mise en sécurité. Pourquoi on va augmenter le risque de monter sur une passerelle, une échelle, alors on n'a pas le droit de travailler sur une échelle, alors qu'il n'y a pas besoin. C'est un outil. Oui. Et puis, on peut imaginer aussi consommer un peu moins de plaques de glu. Dans les contrats, voilà, on passait 8 fois, on changeait tous les appareils, les 8 plaques, donc on peut imaginer comment on aura des datas très fiables, de les changer à bon escient. Quand les plaques sont, on peut décider, voilà, quand elles sont saturées à 75%, je les change. Avant, voilà, une plaque, c'est quand même, c'est de la glu, c'est des solvants pétroliers, donc on épuise les ressources. Donc on peut aussi optimiser, on peut faire un peu de RSE avec ça. Hein. Exactement, c'est un gain de temps, un gain d'argent, un gain économique en tout point. Voilà. Économique, pénibilité réduite pour le technicien, moins de fatigue. Voilà, on peut décliner ça sur quelques pages. Hein.
Je l'ai mis, on est vraiment dans le chat, on est vraiment sur une démarche RSE complète. Hein. La plupart des appareils sont faits en matériaux recyclés et on a l'objectif, et on le met déjà en œuvre sur les nouveaux appareils, hein, quels qu'ils soient, connectés ou non, la réduction du papier. Maintenant, on met les notices en QR code directement sur les cartons, ça évite il y a encore 12 pages de différentes langues dans les appareils, elles sont accessibles en ligne, en différentes langues, directement via le QR code. Donc, on est vraiment dans une démarche RSE qui nous tient à cœur. Complètement. Puis je dirais, on est dans une démarche RSE éco-responsable du début jusqu'à la fin, puisque notre prestataire ne va se déplacer que quand ça sera nécessaire, potentiellement. Bilan carbone, hein, potentiellement, sur les déplacements avec les véhicules. Comme l'a expliqué Olivier, potentiellement démarche RSE sur la partie consommable. Hein, tout ça, on est dans des solutions les plus éco-responsables possibles, qui sont des démarches au niveau des sites industriels qui sont très importantes au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. Oui, en fait, les pièges connectés, mais c'est la même chose pour les pièges connectés rongeurs, hein. Le technicien va se focaliser sur les problématiques et non plus contrôler tous les postes 12 fois par an, ce qui peut être un petit peu lassant sur le long terme, quoi. Ouais. C'est plutôt une bonne chose pour nos techniciens. Bah, je sais pas. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être. Il est déjà 18h38. Je suis d'accord avec toi, Olivier. A priori, il reste encore déconnecté, mais on n'a plus de questions qui arrivent dans le chat. Hein. Je pense que les gens ont gardé la connexion, mais ne sont plus forcément devant nous. Hein. En tout cas, n'ont plus a priori de questions à pouvoir nous poser. Hein. En tout cas, comme a mis Adeline dans le chat, encore un grand merci à tous ceux qui étaient présents. Si vous merci à tous. Besoin de renseignements, n'hésitez pas. Hein, vous avez les coordonnées de Cyril. Vous voyez que vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram. Nous sommes présents sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas, hein, vous abonner à nos pages. N'hésitez pas à nous suivre, hein, en fonction des webinaires, en fonction, on va dire, de ce que l'on met en termes d'accès, de visibilité sur des vidéos. Et en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à nos services, hein, pour qu'on puisse vous faire monter en compétences. Encore une fois, hein, nous avons un ensemble de modules. Aujourd'hui, on a parlé de la lutte contre les insectes volants. On a beaucoup d'autres sujets auxquels on serait ravis de vous faire participer. Hein. Encore un grand merci à tous. On espère pouvoir vous dire à très prochainement sur un prochain webinaire ou sur des formations ou accompagnements techniques ou audits tout simplement sur vos sites industriels. Hein. En tout cas, encore une fois, un grand merci. Merci à Cyril pour sa présentation. Au plaisir, messieurs. Merci Cyril, merci Jérôme, et puis merci Adeline pour la partie technique. À bientôt, bonne soirée. Sans Adeline, on ne serait rien chez Easy. C'est elle qui organise tout à notre place. Allez, merci à tous. Merci. Bonne continuation et à très bientôt. Bonne soirée. Merci.